Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Studio Vendôme pour cette émission spéciale en direct sur l'impact de la réglementation environnementale 2020 sur le logement neuf d'aujourd'hui et de demain et sur ses conséquences en termes d'énergie. En effet, cette nouvelle ère réglementaire vient, vous le savez, challenger les modes constructifs existants, provoque de nouvelles attentes vis-à-vis du logement et par le prisme de la crise des énergies en cours, révèle de grandes mutations liées à la transition énergétique. Ainsi, fort de ce constat, plusieurs questions se posent. Comment, avec les nouvelles exigences, construire à coût maîtrisé ? Existe-t-il des solutions gaz compatibles avec la RE 2020 ? Ou même, le gaz est-il interdit dans les logements neufs ? En effet, depuis plus d'un an, circule ici et là l'idée selon laquelle il ne serait tout bonnement plus possible d'utiliser le gaz dans les logements neufs. Dernière question, comment le logement neuf peut-il s'inscrire dans une logique d'économie circulaire, notamment avec le gaz vert ? Alors pour nous permettre d'y voir plus clair, d'avoir les bonnes informations sur tous ces éléments et de rétablir la vérité sur l'énergie gaz et ses perspectives, autour de moi, 4 experts. Marie-Laure Charlot, bonjour. Alors vous êtes responsable de la prescription nationale de la maison individuelle neuve et des lotissements chez GRDF, qui, je le rappelle, pour ceux qui auraient hiberné un peu trop longtemps, est le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe. Éric Paulin, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, au sein du groupe Atlantique, le leader européen du confort thermique, vous occupez la fonction de directeur commercial des marchés résidentiels. Antoine Cellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la prescription nationale pour la promotion privée de GRDF, qui, je le rappelle, est le principal fournisseur. Bon. Et enfin, François Turland, vous êtes président du groupe Bastide-Bondou, qui, comme chacun sait, est l'un des leaders, des bureaux d'études thermiques leaders sur l'habitat en France. Soyez les bienvenus, tous les 4, sur ce plateau. Et vous aussi, cher public, soyez les bienvenus. Vous allez avoir la possibilité d'intervenir en posant vos questions dans le chat. Et nous tâcherons autant que possible d'y répondre en fin d'émission. Alors, Madame, Messieurs, je vous propose une question simple, en filigrane, pour nous guider tout au long de cette émission. Pourquoi y a-t-il une opportunité à jouer la complémentarité des énergies ? Mais avant d'y répondre, puisque nous allons parler des solutions gaz en RE 2020, il me faut d'abord vous poser une question qui, j'en suis sûr, est dans l'esprit de tout le monde, compte tenu de la crise, de l'actualité pour le moins anxiogène que génère la guerre en Ukraine. Existe-t-il, oui ou non, un risque que la France ne soit plus approvisionnée en gaz ? Marie-Laure. Alors, la question est normale et légitime dans le contexte, et on se doit d'ailleurs d'apporter une réponse avec un discours de vérité. Alors la réalité, c'est qu'à très court terme, dans les mois à venir, il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement pour 2 raisons. La première, c'est que la France a adopté une stratégie de diversification de ses approvisionnements et on ne dépend du gaz russe qu'à 17%. Là où évidemment la situation est plus critique dans d'autres pays d'Europe. Et on a aussi la possibilité de faire appel à davantage de soutirage dans nos stockages de gaz français ou également à des importations de gaz provenant d'autres pays par bateau. On a les infrastructures qui le permettent. Après, à plus long terme, moyen-long terme, nous sommes en train de nous organiser avec nos clients industriels, gros consommateurs de gaz, pour gérer une éventuelle baisse des consommations en France. Ce qu'on met en œuvre aussi, en parallèle de tout ça, c'est l'accélération du développement de la filière biométhane. Donc le biométhane, c'est du gaz qui est produit à partir de déchets français, voilà, et qui est la clé finalement pour davantage de souveraineté énergétique en matière de gaz. Donc, il y a matière à être rassuré, c'est ça que je dois comprendre ? Absolument. Et puis, je ne doute pas d'ailleurs que, quel que soit le résultat de la prochaine élection, la France aura au cœur de renforcer cette indépendance énergétique. Donc bon, je le note, pas d'inquiétude à avoir, nous dites-vous. Merci pour cette réponse claire et rassurante. Notre émission a donc du sens. Vous m'envoyez ravi. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec un focus sur les solutions individuelles compatibles avec la réglementation environnementale 2020 en logement et en maison individuelle.
Alors tout le monde l'a constaté, la RE 2020 balaie les cartes, rebalaie les cartes des solutions énergétiques en maison et en logement collectif. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, moi je vous propose d'effectuer un rappel des grands principes de la RE 2020 avec vous, François. Si j'ai bien compris, car je ne suis qu'un néophyte, bon, un néophyte éclairé, mais un néophyte tout de même, la RE 2020 s'applique depuis le début de l'année, c'est ça ? Effectivement, Jérôme, la réglementation environnementale, donc RE 2020, s'applique pour tous les bâtiments neufs de logement, logement individuel et logement collectif, pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022. Alors cette réglementation, elle vient en substitution de la précédente réglementation thermique, la RT 2012, et elle vient renforcer un certain nombre d'exigences et elle s'appuie sur 3 objectifs principaux. Et le premier, je crois, c'est la sobriété énergétique. Alors effectivement, la sobriété énergétique, la notion de décarbonation des énergies et le déploiement des énergies renouvelables est le premier objectif. Cet objectif est traduit par une conception bioclimatique et une performance de l'enveloppe et notamment de l'isolation améliorée de l'ordre de 20 à 30% par rapport à la RT 2012 et une augmentation des énergies renouvelables dans les projets. Au même titre qu'il faut limiter les énergies fossiles présentes, si elles sont présentes à 100% dans ces mêmes projets, de manière à décarboner les énergies. Oui, il va falloir justement décarboner la construction des bâtiments. Oui, tout à fait. Décarboner, on a dit sur les énergies, mais il va falloir décarboner aussi la construction, les composants. Et donc ça va faire l'objet aussi d'éléments et d'un indicateur en particulier sur la décarbonation de l'ensemble des composants sur leur cycle de vie pris sur 50 ans dans la réglementation, avec un objectif de déployer au fil du temps, et on y reviendra, des matériaux qui sont bio ou géosourcés et des technologies de stockage de carbone. Alors, dernier objectif poursuivi, c'est le confort d'été, c'est garantir finalement la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur. Oui, parce que si on se projette dans les décennies à venir, on risque d'avoir des canicules de plus en plus importantes en intensité et en fréquence. Et du coup, la réglementation environnementale se base sur un scénario caniculaire pour traiter notamment du confort d'été dans les logements. Et traiter de ce confort d'été à travers un indicateur qui s'appelle les degrés heures, le DH, de manière à ce que dès la conception, on favorise la prise en compte de solutions dites passives pour éviter de climatiser à tout va dans les logements. Je crois qu'il va y avoir également des seuils d'émissions carbone, c'est-à-dire des échéances, des paliers, si j'ai bien compris. Oui, vous avez compris et vous avez raison. En fait, on a aussi bien sur le volet énergie que sur le volet construction, 2 indicateurs qui sont soumis à des paliers progressifs dans l'application à partir de 2022 jusqu'à une vision à peu près à 10 ans. Les pouvoirs publics ont souhaité donner de la visibilité aux acteurs et surtout sur un nouvel enjeu comme celui de la décarbonation, laisser les acteurs et la filière se préparer et renforcer progressivement les exigences. Alors si on regarde notamment le premier indicateur sur la décarbonation de la construction, voit à l'écran d'ailleurs, lycée construction, vous verrez qu'il y a cette progression varie dans le temps. Entre 2022 et 2031, vous avez à peu près 35% d'amélioration de la performance sur la partie carbone. Ça veut dire qu'on devra réduire d'autant, d'à peu près donc 35%, les émissions de carbone des projets que l'on va construire dans les 10 prochaines années. Et ça va passer par une amélioration des données environnementales prises dans les projets, et comme je le disais juste avant, ça va passer aussi par plus de matériaux bio ou géosourcés et des technologies de stockage carbone. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est sur l'indicateur IC Énergie qui traduit les émissions de carbone de la solution énergétique employée sur le projet. Autrement dit, votre système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire qui génèrent des consommations, on considère qu'elles émettent aussi des émissions de carbone. Et là, il y a plusieurs cas de figure, notamment en maison individuelle et en logement collectif. Pour la maison individuelle, vous avez une particularité, c'est que dès 2022, il y a une volonté de sortir les solutions qui sont 100% énergie fossile, sauf lorsqu'il y a une dérogation pour les permis d'aménager octroyés avant l'entrée en vigueur
de la réglementation environnementale 2022 et pour lesquels les permis de construire seront déposés avant fin 2023. Lors de cette dérogation, on a un certain nombre de solutions type RT 2012 qui continuent de passer. On le verra un peu après. Et par contre, lorsqu'on n'est pas dans cette dérogation, eh bien, il va falloir chercher des solutions hybrides, au même titre que ce sera le cas dans le logement collectif à partir de 2025. Merci François, c'était important effectivement d'apporter ces précisions. Dites-moi Marie-Laure, on voit bien que ces nouvelles règles sont très ambitieuses, mais elles sont aussi très contraignantes. Alors oui, mais qui dit difficile ne dit pas impossible. Je voudrais juste revenir quand même sur les annonces qui ont été faites il y a un peu plus d'un an par Barbara Pompili lors de la conférence de presse. Il y a clairement eu un emballement autour du carbone et de la fin des énergies fossiles. Et la réalité, comme toujours, plus nuancée. La réalité, c'est que la R2020 exige, comme l'évoquait François, un bâtiment sobre en énergie, sobre en matériaux. Et donc, c'est bien la performance des équipements et du bâtiment qui vont permettre finalement de s'inscrire dans une trajectoire bas carbone. Pour revenir à votre question sur est-ce que les règles sont contraignantes, donc oui, elles le sont. Cela dit, il y a des solutions sur l'ensemble des marchés et c'est bien ce qui justifie d'ailleurs notre présence à tous sur ce plateau aujourd'hui. Vous attisez, parce que je sais que vous allez aborder la question de nouvelles solutions à venir, vous attisez notre curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement ? Alors, en maison individuelle, il y a, comme l'évoquait François, une dérogation qui s'applique en lotissement, mais aussi en zone d'aménagement concerté. C'est une nouveauté assez récente. Donc, dans le cadre de cette dérogation, des solutions traditionnelles RT12 continuent à être possibles avec le gaz. En dehors, c'est la pompe à chaleur hybride qui permet de respecter l'ensemble des critères de la RE 2020 sans surisolation du bâti. Donc, un bâti RE 2020 classique, j'ai envie de dire. Donc, en dehors de cette dérogation, un seuil plus contraignant s'applique. Un seuil plus contraignant, oui. Bon. Alors, vous venez parler de pompe à chaleur hybride. Je pense qu'il est important d'être précis. C'est quoi exactement ? Alors, une pompe à chaleur hybride, c'est l'association d'une chaudière très haute performance énergétique avec une pompe à chaleur de petite puissance et une régulation intelligente qui permet de faire fonctionner les deux équipements ensemble. Une régulation qui peut se faire sur le prix des énergies ou selon la performance. Donc, si on est sur une régulation en énergie primaire, donc sur la performance énergétique, dès lors que la température extérieure et les températures sont froides et que les rendements de la pompe à chaleur se dégradent, c'est la chaudière qui va venir en appoint du système pour apporter son service de puissance. Donc, en fait, sont pour résumer, sont deux équipements qu'on a tendance à traditionnellement opposer, parce que l'un fonctionne à l'électricité et l'autre au gaz, qu'on va faire fonctionner ensemble pour davantage d'économie d'énergie. Ouais, c'est un système qui offre plus de souplesse pour plus d'efficacité, d'une certaine manière. Et concernant le logement collectif, Antoine, comment vous appréhendez ces règles ? En fait, on l'a bien vu sur le graphique, sur le logement collectif, il y a vraiment deux phases. Il y a l'avant 2025 et puis l'après 2025. Alors avant 2025, nous, notre analyse, c'est que les solutions gaz classiques, chaudière collective, chaudière individuelle, dans un bâtiment avec une enveloppe renforcée, permettent de respecter les seuils. Donc ça, c'est quand même un motif qui permet de réassurer quand même le marché, de construire à coût maîtrisé. Ensuite, on peut aller plus loin que ce seuil carbone 2022 avec des solutions hybrides, solaire thermique, pack à absorption gaz, qui sont des solutions connues. Et puis après, il y a la deuxième phase, après 2025. Donc après 2025, là, il y a une ambition quand même considérable. Il faut baisser le seuil carbone énergie de 57%. Ah oui. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, il faut innover. Donc l'innovation, elle est en marche avec les fabricants. Et là, clairement, il y a un objectif commun, c'est l'hybridation des énergies. Voilà. Donc on s'oriente vraiment vers cet angle-là. Après, au-delà de ce panorama que je vous ai donné, de ces deux phases, il y a une inconnue aujourd'hui qui est le Pinel Plus. On a eu des annonces à ce sujet qui anticiperaient les seuils 2025. Alors, les décrets ne sont pas sortis, donc on ne sait pas trop, on est en veille là-dessus. Dans tous les cas, si jamais il y avait cette anticipation des seuils, des solutions hybrides existent déjà
existent d'ores et déjà. Donc voilà, des solutions, on en a et on s'adaptera au calendrier. Bon, des solutions, on en a, dites-vous, mais François, on voit bien quand même qu'il y a un enjeu très clair à faire en sorte que les logements soient mieux pensés en amont. Ah oui, là, déjà c'était le cas avec l'ART 2012. L'ARE 2020 met l'accent encore plus sur la notion de conception des bâtiments et bâtiments de logement. On doit travailler, j'ai évoqué tout à l'heure l'indicateur de conception bioclimatique qui s'appelle le BBio, qui existait déjà dans la réglementation précédente. On doit particulièrement travailler cet indicateur qui permet de réduire les besoins en fait, du logement et de profiter, on cherche à profiter au mieux des apports naturels que sont par exemple le rayonnement solaire pour améliorer le chauffage naturel ou diminuer les consommations d'éclairage artificiel. Donc le travail sur le BBio est fondamental. Marie-Laure et Antoine l'ont évoqué. Selon les systèmes performants qu'on mettra derrière, il faut aller chercher un bâti, une enveloppe et un niveau d'isolation plus ou moins important, mais globalement bien plus important que ce qu'on faisait en RT 2012. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, il va falloir travailler sur le troisième objectif finalement de l'ARE 2020 qui est le confort d'été, et ça va être intimement lié à la conception bioclimatique du bâtiment pour faire en sorte d'avoir des logements qui soient agréables pour les occupants, confortables, et il va falloir embarquer des solutions passives, de la gestion dynamique de la façade avec par exemple des volets roulants motorisés et automatisés, avec un certain nombre d'éléments aussi sur le logement collectif, par exemple des logements traversants, etc. Donc ce sera vraiment nécessaire de travailler très tôt sur le projet ces notions de conception, de manière à pouvoir embarquer derrière des systèmes qui soient performants et efficaces. On voit qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup de conditions. Et en partant de ce constat là, que vous venez de faire, quelles sont les différentes solutions qui sont compatibles justement avec ces critères ? Une fois qu'on a fait ce travail de conception, déjà des solutions ont été évoquées par Marie-Laure et Antoine, et si on synthétise, alors c'est parmi d'autres solutions, mais si on synthétise, en logement collectif, d'ores et déjà, on peut faire, jusqu'à 2025, on peut faire des solutions traditionnelles, classiques qu'on connaît avec des chaudières individuelles pour faire le chauffage et l'eau chaude. En maison, dans la phase dérogatoire, on va pouvoir retrouver des solutions, encore une fois, qu'on connaissait dans le cadre de l'ART 2012, notamment des solutions type chaudière hybride et avec une production d'eau chaude par la chaudière, ou des solutions dites composites, où là on couple une pompe à chaleur qui fait le chauffage de base et puis une chaudière qui fait le chauffage en appoint et la production d'eau chaude, ou une chaudière individuelle qui fait le chauffage et un ballon thermodynamique. Et par contre, pour les maisons hors dérogation à partir de maintenant ou pour le logement collectif à partir de 2025, il va falloir travailler effectivement avec des solutions type pack hybride que vous avez décrite ou de chaudière individuelle avec ballon thermodynamique qui est aussi une solution d'hybridation d'énergie. On voit qu'on a plusieurs solutions techniques qui couplent plusieurs énergies. Alors en préparant cette émission avec vous, Éric, j'ai cru comprendre que vous aviez chez Atlantique une stratégie multi-énergie et que ça faisait finalement de très nombreuses années que vous travailliez avec GRDF sur différentes solutions. Vous me le confirmez, ça ? C'est exact, Jérôme. Ça tombe bien. Depuis longtemps, Atlantique a une stratégie multi-énergie. Parce que nous pensons que l'électricité et le gaz sont des énergies durables, d'abord. Et puis, surtout, on le voit de plus en plus complémentaires. Donc, on a investi depuis l'origine du groupe fortement sur les solutions gaz. D'abord sur les solutions collectives, dès le début des années 70, avec le rachat de la société Guillot. Puis dans un deuxième temps sur les solutions individuelles, avec le rachat de la marque franco-belge, qui est réputée pour des chaudières individuelles gaz au sol. Et puis en 2015, on a fait une acquisition aussi en Angleterre, avec le rachat de Daidy Boilers, qui fabrique 400 000 chaudières individuelles par an, qui est un des plus gros marchés mondiaux de chaudières. Et puis en parallèle, on a ouvert un site de production à Billy-Berclos, dans le nord de la France, qui fabrique nos chaudières murales qui sont commercialisées en France. Donc oui, le gaz, c'est une énergie auquel on croit. Et puis surtout, ça pèse 30% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, il y a quand même 30%, c'est pas rien. Exactement. Et avec l'ARE 2020, vous allez continuer, j'imagine, à investir dans les solutions gaz.
Exactement. Donc je profite pour annoncer que dès 2022, on va commercialiser une nouvelle gamme de chaudières murales dédiées au logement neuf. Donc pour montrer à quel point on croit encore au gaz. Et puis surtout, on a aussi investi l'année dernière dans un nouveau site de production à Beauce, dans l'Ain, qui est spécialisé dans le développement de solutions collectives pour préparer notamment les futures réglementations. Et sur ce site, on veut en faire vraiment un pôle d'expertise pour inventer les solutions de demain, pour répondre notamment aux futures exigences de confort des occupants, puisqu'il faut aussi, malgré les réglementations, aussi parler confort, et notamment François en parlait sur le confort d'été. Donc voilà, on s'appuiera beaucoup sur ce site pour notamment développer des systèmes hybrides dont Antoine parlait aussi tout à l'heure. Et quelle est votre vision là, chez Atlantic sur les systèmes hybrides ? On croit fortement à cette solution, puisque finalement, combiner deux énergies, on voit que c'est dans l'air du temps, on le voit dans l'automobile notamment. Donc finalement, essayer de profiter de la meilleure énergie au bon moment, et puis de pouvoir s'adapter en termes de performance ou en termes de coût, voire en termes d'émissions de CO2. Après, on peut appréhender un peu de la façon dont on veut. Donc voilà, on croit fortement à cette solution. Bon, si on résume, clairement, Atlantic continue de s'engager dans le gaz et croit en l'hybridation. C'est ça. Exactement. Donc notre stratégie, elle est vraiment construite autour de deux énergies, que sont l'électricité et le gaz. L'enjeu majeur, c'est vraiment de décarboner. Donc Atlantic souhaite proposer un panel d'offres dédié à cet enjeu. Donc ça peut passer par une mixité de systèmes, comme François l'a dit, soit une chaudière gaz par exemple et un chauffe-eau thermodynamique, c'est une forme d'hybridation, ou alors des systèmes qu'on développera ou qu'on a déjà au catalogue qui utilisent les deux énergies. Je rebondis, François, sur ce que Eric vient de dire, à savoir que Atlantic, effectivement, s'inscrivait véritablement dans le gaz et dans l'hybridation. Est-ce que ça ne demande pas un travail spécifique ou un point d'intention à intégrer dans la conception des bâtiments ? Oui, je l'ai évoqué précédemment, et oui, il y a le travail sur la conception et sur le DH, mais en fait il faut même aller un peu plus loin en termes d'optimisation dans un certain nombre de cas de figure, et l'optimisation ça passe autant que possible par l'orientation par exemple du projet, la répartition des surfaces vitrées par façade. Alors parfois on est contraint et on ne peut pas travailler ces aspects-là, mais il faut vraiment prendre en compte tous les aspects de la conception bioclimatique, et ensuite on va aller peaufiner la conception même du logement. Encore une fois, pas systématiquement, mais on peut avoir besoin de faire, par exemple, de limiter le nombre de pièces où on va extraire l'air vicié avec le système de ventilation mécanique contrôlée, avec la VMC, qui sont les pièces techniques, les pièces humides, etc. Tout ça, plus on a ce type de pièces dans le logement, plus on va générer des consommations. Donc il faut faire attention à pouvoir les limiter, ou en tout cas à optimiser leur fonctionnement. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ça va être à réfléchir à comment on va répartir les pièces de vie de jour et les pièces de nuit, parce qu'on va chercher à optimiser le fonctionnement des systèmes de production de chauffage qui consomment le moins. Donc on va travailler sur les ratios de surface entre ces zones de vie. Et enfin, par exemple, on l'a déjà évoqué, mais c'est de faire en sorte d'augmenter la part de production d'eau chaude sanitaire par des systèmes thermodynamiques qui sont parfois dans le logement collectif pas toujours évidents à mettre en œuvre. Donc il y a plein de nouvelles solutions et de nouvelles technologies qui pourront apparaître sur le marché. J'ai cru comprendre, Marie-Laure, que chez GRDF, vous aviez déjà mené les premières études en production. Quel retour d'expérience vous pouvez nous en faire ? Alors oui, d'ailleurs j'en profite pour rappeler que GRDF est un partenaire historiquement présent aux côtés de la filière du bâtiment pour justement prendre les virages des réglementations thermiques successives et aujourd'hui de l'ARE. Donc on accompagne naturellement nos partenaires, constructeurs et promoteurs dans la réalisation d'études RE 2020 avec leur bureau d'études préféré. Et voilà, aujourd'hui, nous, notre rôle, ce qu'on fait, c'est qu'on centralise on centralise les données de ces
ces études qu'on a accompagnées dans un observatoire. On recense aujourd'hui à peu près 1000 variantes, dont 120 en pack hybride. Et la bonne nouvelle, c'est que la pack hybride passe à tous les coups. Voilà, donc c'est vraiment notre solution tout-terrain en maison individuelle. Oui, la pack hybride passe à tous les coups. Mais non, c'est une très bonne nouvelle, ça, pour la profession. Absolument. Bon, et c'est une bonne nouvelle, donc. Je vous le confirme. OK. Et dans cet observatoire, cette tour de contrôle, Antoine, vous aussi, vous voyez ce qui se passe finalement dans le logement collectif ? Ben oui, c'est sûr que l'observatoire, c'est un exercice intéressant parce que ça permet d'avoir un panorama de toutes les solutions qui sont testées dans différents types de bâtiments. Donc c'est vrai que c'est un exercice obligé dans la mise en œuvre de la RE20. Et nous, on y travaille. Actuellement, on accompagne plus de 40 études RE20 sur des projets concrets. Donc ça, c'est de la donnée qu'on peut collecter. Et puis, on a travaillé avec les bureaux d'études et on a réalisé plus de 1000 simulations sur différents types de bâtiments. Donc tout ça commence déjà à nous donner un peu une vision statistique des solutions qui fonctionnent selon les configurations, les typologies de bâtiments. Parce qu'en collectif, c'est vrai qu'il y a une vraie complexité des différentes typologies de bâtiments. Et nous, ce que cet observatoire, si je veux un peu divulgacher les résultats de cet observatoire, c'est qu'on voit que les solutions hybrides, clairement, sont très performantes par rapport au seuil attendu. Donc ça se confirme. Et puis après, nous, l'idée, c'est que cet observatoire, on est en train de le construire. Et l'idée, c'est de le partager. Parce que nous, on veut jouer l'intelligence collective, on veut partager avec la filière, parce qu'on est tous dans la courbe d'apprentissage, et c'est important de partager cette vision. Par le biais d'une nouvelle émission ? Oui, bien sûr, par une nouvelle émission, et puis on essaiera de publier aussi un guide des tendances. Bon, le constat, vous le voyez, est sans équivoque. Le gaz n'est pas interdit dans les logements neufs. Bonne nouvelle. Et deux, les solutions hybrides font partie du panel des solutions proposées dans le cadre de la RE 2020. Mais alors, quels sont les bénéfices et les spécificités de ces fameuses solutions gaz qui gagnent à être connues ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, j'ai bien compris que la PAC hybride constitue une nouvelle offre pour la maison individuelle. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'on n'en ait pas plus entendu parler, parce que c'est une solution qui offre de nombreux bénéfices pour les clients, n'est-ce pas ? Oui, absolument. C'est une solution qui gagnerait à être mieux connue en France. D'ailleurs, il existe une offre assez large. On a recensé 4 fabricants en France qui proposent des solutions qui sont compatibles avec l'ensemble des critères de la RE 2020. Oui, d'ailleurs, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe au-delà de nos frontières, on s'aperçoit que c'est une solution qui se démocratise, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas. Rien qu'en Italie, il s'en est vendu près de 80 000 unités l'année dernière. Et pour cause, en effet, il y a de nombreux bénéfices associés, notamment, on en a parlé déjà, les économies d'énergie, mais aussi le confort en eau chaude, avec la possibilité d'avoir de l'eau chaude à volonté. Pardon. Moindre usure. Moindre usure, exactement. Moindre usure des équipements, puisqu'il y a une complémentarité entre les deux, et le tout avec, évidemment, le secours de la chaudière, quoi qu'il arrive. Et pour le logement collectif, Antoine, l'hybridation, ça va prendre quelle forme ? Alors l'hybridation, en fait, elle sera multiforme. C'est-à-dire que dans nos échanges avec les fabricants, on se rend compte qu'il y aura de l'hybridation individuelle, il y aura de l'hybridation collective, et il y en aura même de la semi-collective. Voilà, donc il y a une grande créativité. Tous ces produits, aujourd'hui, on a déjà identifié plus de 5 produits hybrides qui sont en cours de développement chez les fabricants. En fait, ce qui est important, c'est que ces développements, ils vont arriver très vite. Parce qu'il n'y a pas de rupture technologique majeure. On associe des choses qu'on connaît très bien, des systèmes thermodynamiques, des chaudières. En fait, le travail des industriels, il est principalement sur la régulation, le dimensionnement et l'intégration dans le bâtiment. Donc on voit que du coup, ça va aller assez vite. Et puis, de toute façon, il y a déjà, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, des solutions qui existent, hybrides, qui ont déjà été mises en œuvre dans des programmes immobiliers. Je peux citer à titre d'exemple le chauffe-eau thermodynamique collectif, couplé à une chaudière collective développée par Atlantique.
Bon, la transition est toute faite, hein, Eric. Il semblerait que vous soyez très engagé chez Atlantic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les solutions existantes et à venir, en commençant par le collectif? Tiens. Ouais. En collectif, en fait, comme on l'a déjà évoqué, la solution chaudière individuelle restera valable dans le cadre de la RE 2020 au moins jusqu'en 2025. Elle peut d'ailleurs être associée à une solution chauffe-eau thermodynamique si on le souhaite, notamment sur air extrait. Ensuite, on a notre offre de chaudière collective condensation qu'on a au catalogue qui est aussi valable jusqu'en 2025. Donc, on peut déjà s'appuyer sur des techniques courantes. On a aussi au catalogue une solution collective hybride en eau chaude dont Antoine parlait, qu'on appelle Hydramax chez nous. Donc on a déjà quand même un certain nombre de bâtiments qui sont équipés de ce genre de système. Et puis dans les semaines à venir, on va commercialiser une pompe à chaleur collective qui pourra être associée à nos offres gaz. Donc on voit qu'il y a déjà des offres qui vont être rapidement disponibles sur le marché. Et puis nous, notre objectif finalement, à travers le site de Bose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'accompagner la filière vers une décarbonation progressive. Donc on développera des solutions dans les mois et les années qui viennent qui permettront aussi on va dire d'anticiper la réglementation 2025. Voilà. Et pour le marché de la maison individuelle, on ne va pas se mentir, toute la profession attend que le voile soit levé et que vous le fassiez à cette heure précise. Est-ce que vous avez une solution qui va bientôt sortir et être au catalogue? Alors, maison individuelle, de la même façon, en fait, la solution chaudière gaz plus chauffe-eau thermodynamique Calypso, par exemple, chez nous, reste fonctionnel, en vigueur dans la phase dérogatoire jusqu'à fin 2023. La nouvelle fiche d'application sur l'hybride permet aussi d'intégrer ce système dans les solutions possibles en RE 2020. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu entretenu le suspense parce que effectivement la fiche d'application RE 2020 elle est quand même assez différente de celle qu'on avait en RT 2012. Et chez Atlantic, on aime bien faire les choses bien, donc on a voulu quand même s'assurer que la chaudière hybride INEA, qui est déjà dans notre catalogue, puisse s'adapter à cette nouvelle fiche d'application. Donc, et là, je suis venu avec un scoop. Moi, j'aime bien ne pas venir les mains vides. Donc, du coup, merci. Dites-nous. Notre R&D a validé hier que l'INEA, effectivement, passerait la fiche d'application avec une légère adaptation sur notre régulation. Mais je peux vous annoncer que dès demain, on va commencer la prescription de la chaudière hybride auprès des constructeurs de maisons et des promoteurs. Formidable, c'est une excellente nouvelle. Merci d'avoir levé le voile, comme nous l'espérions tous. Est-ce que vous avez des offres de services qui vont accompagner ou qui vont être associées à ces systèmes ? Oui, ça nous semble de plus en plus essentiel d'accompagner la filière aussi en termes de services. Donc on souhaite accompagner les maîtres d'ouvrage de la prescription finalement jusqu'à la maintenance des systèmes. Donc je vous cite un exemple en maison individuelle. On a créé un service qu'on appelle le pack confiance qui permet à la fois d'assurer la mise en service, l'accompagnement auprès du particulier et le contrat d'entretien sur l'installation. Et donc c'est une forme de package qui va venir permettre d'entretenir à la fois la chaudière et de la pompe à chaleur pour le système hybride, INEA par exemple. Question subsidiaire, quel va être le prix d'une PAC hybride? Est-ce que ça ne va pas être hors de prix, justement? Non, la chaudière hybride INEA, c'est exactement le même prix qu'une pompe à chaleur petite puissance. Donc c'est une offre complètement pertinente et en plus qui est soutenue par GRDF. Et Marie-Laure, oui, justement, vous proposez un accompagnement financier pour l'installation des packs hybrides? Alors oui, on propose un accompagnement financier, mais plus complexe que ça. En fait, on évoquait tout à l'heure l'observatoire. Il y a un accompagnement technique sur la réalisation d'études pour que ces solutions soient référencées. Il y a un accompagnement commercial aussi pour la bonne maîtrise du discours auprès du client final, à la fois sur les équipements, mais aussi sur le gaz et le gaz vert. Et dans la période actuelle, ce n'est pas superflu. Et il y a aussi un accompagnement financier pour nos partenaires. D'accord, donc là, on parle bien d'un accompagnement global. Exactement.
À cet instant de l'émission, permettez-moi de prendre un peu de hauteur, une hauteur de néophyte, hein, vous n'allez pas avoir le vertige, vous allez voir. Enfin, on voit bien quand même qu'avec cette RE 2020, on est dans une période de transformation. Et moi, je me demandais un petit peu, finalement, quelles sont les conditions de réussite concernant, d'une part, la mise en œuvre de cette réglementation. On voit qu'elle a mis du temps, finalement, à arriver. D'ailleurs, le simple fait qu'on parle de la RE 2020 appliquée en 2022 en est un peu le signe. Mais aussi, puisque je parle de conditions de réussite, celle de la mise sur le marché des équipements. On voit que tout ça prend du temps. Bref, comment fait-on, Antoine, pour garantir le succès de cette transformation ? Alors, effectivement, réussir cette transformation, on voit trois points pour réussir. Nous, le premier chez GRDF, c'est la présence terrain. Il faut être présent en région. J'ai plus d'une centaine de collègues qui sont déployés dans toutes les régions, qui sont aux côtés des maîtres d'ouvrage pour les accompagner. Donc ça, c'est important, cette présence terrain. Le deuxième facteur clé de succès, c'est travailler sur des projets concrets. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'Observatoire. François l'a évoqué. Il faut qu'en phase conception, on mette du jus de cerveau, si je peux m'exprimer comme ça, pour vraiment essayer de trouver des solutions qui permettent d'être viables, rentables, etc. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de travailler sur les projets concrets, sur le terrain. Et enfin, le troisième facteur clé de succès, en fait, c'est de faire des démonstrateurs. Parce qu'on voit bien qu'il faut quand même qu'on teste des nouvelles choses. Donc il faut faire des démonstrateurs et il faut que ces démonstrateurs soient très vite applicables. On ne va pas le faire pour la beauté du geste, il faut que derrière, ils soient réplicables. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi aussi je suis venu avec un petit scoop, c'est que... on est gâtés ce matin. Voilà, on est gâtés. C'est que nous, dans les prochaines semaines, on va lancer un appel à projet. Justement avec les maîtres d'ouvrage et les fabricants, pour lancer des chantiers d'open innovation sur lesquels on va tester grandeur nature des solutions hybrides. Donc voilà, l'idée elle est là, c'est qu'il faut avancer, innover, on est ensemble. Et le mode opératoire, c'est les maîtres d'ouvrage prennent contact avec vous, comment ça va se passer? On va communiquer, vous allez communiquer sur le sujet. La semaine prochaine sur le sujet. Voilà. Bon alors, on le constate, et vous me dites les uns les autres si je me trompe, la PAC hybride est donc conforme à la RE 2020, elle est disponible chez les fabricants et elle offre une alternative finalement originale et pragmatique en maison individuelle. Mais l'enjeu n'est-il pas d'aller plus loin pour concevoir des projets immobiliers bas carbone? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la réglementation impose, on a bien compris, de nouvelles règles avec un objectif clair, viser la sobriété carbone en matériaux et en énergie. L'enjeu, c'est donc d'aller vers le bas carbone. Antoine, comment l'hybridation répond à cela ? Alors, ce qu'il faut comprendre à travers l'hybridation, c'est que ce n'est pas qu'une solution réglementaire. On ne va pas sur l'hybridation pour répondre à une réglementation. En fait, quand on prend un peu de recul et de hauteur, on se rend compte que l'hybridation, elle permet de répondre à l'enjeu bas carbone et aussi à un enjeu de résilience. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va vers un monde bas carbone dans lequel il y aura une électrification des usages. On le voit sur la mobilité. L'électricité, malheureusement, ne se stocke pas. Donc il va y avoir des appels de puissance considérables sur le réseau électrique et ça nécessite pas mal de problématiques. On l'a vu de par le passé. La pointe électrique en France n'a fait qu'augmenter pendant plus de 20 ans dans les années 2000. Après, elle s'est stabilisée autour de 90 gigawatts. Et on sait qu'aujourd'hui, on a du mal à atteindre ce niveau de puissance. Donc on voit qu'il y a quand même une fragilité. Et en face, il y a ce mur qui arrive d'électrification. Donc c'est pour ça que l'hybridation, elle permet... Le réseau électrique a besoin de flexibilité. Et l'hybridation permet d'amener de la flexibilité et de la sécurité au réseau électrique. Et ça, c'est une valeur, on appelle ça la valeur d'effacement. C'est-à-dire que quand en hiver, quand il fera très froid, les packs hybrides vont, grâce à leur intelligence, switcher l'énergie et soulager le réseau électrique au moment où c'est le plus critique. Donc cette valeur d'effacement, nous, on est persuadé qu'elle va avoir de plus en plus de valeur. D'ailleurs, elle a déjà une valeur dans pas mal de pays européens, où elle est subventionnée à ce titre-là pour essayer de gérer les pointes électriques en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc on le voit,
l'hybridation, c'est un vrai enjeu. Et d'ailleurs, RTE, qui a publié un scénario à 2050, le dit. Plus de 2 millions de packs hybrides en France, on économise beaucoup de pointes électriques. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on économise de la pointe à un coût carbone nul. C'est-à-dire qu'en mettant ces packs hybrides, on n'émettra pas plus de carbone que si on ne l'émet pas. Parce que si on ne l'émet pas, eh bien, il faudra importer de l'électricité produite avec du charbon. Donc, in fine, il vaut mieux avoir des systèmes intelligents, décentralisés et à coût carbone nul, plutôt qu'un système très complexe et fragile. Éric, tout à l'heure, vous nous l'avez dit, hein, Atlantique croit au gaz et à la complémentarité des énergies. Par ailleurs, on sait que la RE 2020 nous conduit à plus de décarbonation, hein, on vient d'en parler. Quelle est la stratégie d'Atlantique là, pour s'inscrire dans cette dynamique de décarbonation, justement ? Ce qu'on voit, c'est que la décarbonation, ce n'est pas un sujet uniquement français, c'est un enjeu mondial. Oui, bien sûr. Et si on regarde ce qui se passe un peu dans les pays voisins en Europe, ils ont déjà initié une démarche aussi dans ce sens-là. Donc même si le groupe Atlantique, c'est un groupe français qui est guidé aussi par les spécificités du marché français, on fait quand même 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc je dirais que ça nous permet d'avoir une vision large au-delà de la France. Et donc, je dirais que la décarbonation, on voit que ça va offrir quand même beaucoup d'opportunités aussi pour le groupe dans les années à venir. Donc, on va beaucoup investir dans ce sens-là. Oui, justement, hein, vous allez développer de nouvelles offres. Et concrètement, pour le logement collectif, à quoi va ressembler votre offre ? La transition énergétique portée par la RE 2020 en logement collectif, on l'a vu, Antoine l'a dit, elle est quand même plus progressive. Donc ça laisse un peu plus de temps, peut-être qu'en maison individuelle, aux industriels de développer des solutions. Donc le groupe Atlantique s'inscrit dans cette démarche et en s'appuyant aussi sur notre expertise finalement, à la fois en thermodynamique et en gaz. Donc l'idée, c'est de trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis technico-économiques et puis une adaptation intelligente aux énergies disponibles finalement. Donc on va s'appuyer sur des solutions existantes qu'on va améliorer pour répondre aux enjeux je dirais de consommation et aussi de performance environnementale. Et puis on va progressivement inventer de nouvelles solutions pour répondre au seuil de 2025 notamment. Donc si je dois faire une synthèse, finalement il n'y aura pas une solution, mais des solutions, tout un panel de solutions pour permettre aussi aux maîtres d'ouvrage de pouvoir choisir en fonction du type de bâtiment, de la zone dans laquelle ils construisent, etc. etc. Donc on veut vraiment être capable de s'adapter à la fois aux petits, aux moyens, aux gros bâtiments et d'avoir un panel de solutions pour répondre à ces enjeux-là. D'accord. Et pour la maison individuelle ? Alors, en maison individuelle, on est un peu moins dans la rupture, on l'a vu, hein, on va s'appuyer sur des techniques qu'on connaît, notamment la chaudière hybride qu'on va mettre en avant. Donc, je pense que, comme l'a dit Antoine, la chaudière hybride, c'est vraiment une bonne alternative à la solution pompe à chaleur, notamment sur des maisons peut-être d'une certaine taille, etc. Donc, on a déjà ce qu'il faut au catalogue pour répondre à cet enjeu-là aussi. Donc, si on fait un résumé, là, en collectif, en individuel ? Ce qu'on voit, c'est que la multiplication, en tous les cas, des systèmes thermodynamiques, ça va créer forcément à un moment des pointes. Donc effectivement, l'hybridation, ça offre cette possibilité d'effacement. Donc ça, on y croit. Et puis, je dirais que il y a deux autres points sur lesquels on veut vraiment travailler. C'est aussi l'intégration des systèmes, parce qu'on voit qu'il y a quand même... les unités extérieures, dans certains cadres, il faudra trouver des solutions pour mieux les intégrer. Et puis, il y a pour moi un deuxième point qui est aussi fondamental dans nos réflexions, c'est aussi l'acoustique. Donc, il faudra aussi qu'on travaille pour offrir un maximum de confort aux occupants. Donc, voilà. Merci. Je crois qu'on comprend tous bien l'intérêt finalement de l'hybridation pour s'inscrire dans la trajectoire du bas carbone. Vous aussi, vous partagez ce point de vue, Marie-Laure. Oui, je ne vais pas répéter ce qu'Éric et Antoine ont dit, mais en effet, l'hybridation,
Ça permet, d'un point de vue, enfin, c'est un double intérêt d'un point de vue technico-économique de gérer la pointe élec et donc d'éviter des surinvestissements dans le renforcement des réseaux, dans des moyens de production supplémentaires. Et ça a un intérêt environnemental puisqu'il n'y a pas d'émissions, ça ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Après, je pense que ce qu'on peut retenir du coup sur le sujet de l'hybridation, c'est que finalement, aucune énergie n'a le monopole de la transition énergétique. Toutes doivent contribuer pour s'inscrire dans une trajectoire bas carbone, de neutralité carbone à horizon 2050. Et on pourra aller encore plus loin avec le développement du gaz vert, qui permet vraiment à la filière gazière d'ailleurs de s'inscrire dans cette trajectoire. Le gaz vert, vous pouvez nous dire ce que c'est précisément ? Alors, le gaz vert, c'est un gaz qui est produit à partir de déchets. C'est un gaz, du coup, renouvelable. Alors, les déchets qui sont valorisés viennent de différentes sources. Donc, ils sont essentiellement agricoles. Ça peut être des effluents d'élevage, des résidus de culture. Il peut y avoir des déchets de collectivité aussi, des bouts de stations d'épuration. Les déchets ménagers, puis en plus, il va y avoir une obligation de tri à la source des déchets ménagers à partir de l'année prochaine. Des déchets d'industrie agroalimentaire aussi peuvent être valorisés dans un processus de fermentation. Donc en fait, on va introduire ces déchets dans un méthaniseur. C'est une sorte de grande enceinte qui ressemble à une yourte privée d'oxygène dans laquelle on introduit, des bactéries qui vont venir dégrader la matière. Et à l'issue de ce processus, on récupère une fraction solide qu'on appelle le digestat, qui peut être répandu sur les terres agricoles et se substituer à des engrais chimiques. Et on a aussi une fraction gazeuse, le biogaz, qui peut être épuré, atteindre la qualité du gaz naturel et être injecté dans les réseaux. Et à l'heure où nous nous parlons, du gaz vert circule dans les réseaux que nous exploitons. Ah oui. Alors, on sent que c'est un sujet qui vous intéresse. Écoutez, moi je vous propose d'illustrer votre propos en images en allant directement sur le terrain avec un agriculteur qui produit du biométhane. Je m'appelle Maurice Secouac, je suis agriculteur en Seine-et-Marne, à Chaumont-Brie. C'est aussi pour nous, en tant qu'agriculteurs, une façon de se diversifier, de s'orienter vers une nouvelle activité. On sait que le monde agricole connaît quelques difficultés. Donc la méthanisation était pour nous une alternative. Ce projet, il a démarré il y a maintenant une dizaine d'années. On est dans une ferme d'élevage, on génère donc des effluents. Et pour traiter ces effluents, il n'y a pas 36 solutions. Une des possibilités, c'est la méthanisation. Dans notre ration, on a 3 tiers. Le premier tiers, ce sont ces fameux effluents d'élevage. Le deuxième tiers, ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ce qu'on appelle des cives. Et le dernier tiers, ce sont des biodéchets qui proviennent de l'extérieur, comme les issues de céréales qui viennent de la coopérative, comme les pulpes de betterave qui viennent de la sucrerie, puisque nous sommes producteurs de betterave, et également le lactosérum qui vient de la fromagerie voisine qui produit le fameux brie de Meaux, que je vous recommande. Foyer BBC, bâtiment basse consommation, on est sur l'équivalent de 3000 foyers, mais bien évidemment, tout le monde, tous les riverains ne sont pas raccordés au gaz. Sur l'ensemble des communes, on compte 1200 foyers. Alors, après avoir vu le témoignage de Moritz, on peut se demander quand même s'il y a réellement suffisamment de déchets pour alimenter tous les besoins. Autrement dit, quel est le potentiel ? Alors, les études sont remises à jour très régulièrement. Le potentiel de gaz vert, il est considérable. Il est en effet, avec la méthanisation, notamment agricole, mais il y a aussi d'autres générations de gaz vert qui vont arriver, notamment l'hydrogène, dont on parle beaucoup, et aussi la pyrogazéification, notamment des combustibles solides de récupération. Du coup, le potentiel global, tous ces gaz verts, il est de 420 TWh, là où aujourd'hui, pour se donner un ordre de grandeur, on consomme en France 500 TWh. Et on sait que cette consommation est de nature à baisser, notamment avec l'amélioration la rénovation du parc de bâtiments existants. Donc on est confiant sur notre capacité à alimenter l'ensemble des usages avec le gaz vert. Justement, GRDF a annoncé 100% de gaz vert dans les réseaux en 2050, je crois. Marie-Laure, pardonnez-moi cette question, mais là, c'est de la science-fiction ou c'est vraiment réaliste ?
Alors non, c'est pas l'Odyssée de l'espace ou Star Trek. Hein, on n'est pas dans la science-fiction. Vous êtes plus sérieux que ça, il y a des faits. Aujourd'hui, il y a déjà 380 sites qui sont opérationnels, qui injectent du coup du biométhane dans les réseaux. Et la filière est vraiment en train de connaître un développement exponentiel. Aujourd'hui, on inaugure un méthaniseur tous les 3 jours, là où il y a quelques années, c'était plutôt toutes les 3 semaines. C'est énorme. C'est énorme et c'est pas fini puisque on a aujourd'hui près de 1200 projets qui sont inscrits dans la file d'attente, c'est-à-dire qu'on réservé des capacités. Ce sont des projets qui ont déjà fait l'objet en fait d'investissements. Pour certains, ils sont en train d'être construits et pour d'autres, ils seront mis en service dès demain. Et voilà, en tout cas, l'ensemble de ces 1200 sites seront opérationnels d'ici 2 à 3 ans. Vous parliez tout à l'heure d'hydrogène. Antoine, est-ce que ça fait partie des gaz verts ? Oui, donc l'hydrogène, dans la famille des gaz verts, il y a l'hydrogène. Alors pourquoi elle est verte ? Parce qu'elle sera fabriquée à partir de l'hydrogène, on ne la trouve pas dans la nature, hein, donc il faut la fabriquer. Elle sera faite à partir d'électricité renouvelable. Donc les éoliennes, pourquoi pas la production nucléaire, parce que la production électrique, parfois, elle est excédentaire, donc elle permettra de produire cet hydrogène. Et la bonne nouvelle, c'est que cet hydrogène, une fois produite, on peut la distribuer dans nos réseaux de gaz. Il y a une étude au niveau européen qui a été faite, 96% des canalisations gaz en Europe sont convertibles à l'hydrogène. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir convertir notre outil de distribution. Et du coup, au niveau européen, il y a un projet, 90 distributeurs européens de 16 pays se sont fédérés autour d'un projet qui s'appelle Ready for H2. Voilà. Et ce projet, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique européenne et que le réseau hydrogène va se construire. Éric, il y a quelques instants, Marie-Laure a évoqué le biométhane. Quelle est la position d'Atlantique, justement, sur la prise en compte du biométhane dans la RE 2020 ? Nous, c'est simple, on s'est créé une mission, nous, c'est transformer les énergies disponibles en bien-être durable et accessible à tous. Une belle phrase. C'est joli. Vous en conviendrez. Je pense que tout le monde appréciera. Donc je peux déjà vous annoncer que tous nos systèmes sont ou seront compatibles évidemment avec le gaz vert. Ah, dites donc, c'est la matinée des bonnes nouvelles, là. Ouais. Bon. Et vous, Marie-Laure, quelle est votre position concernant la prise en compte du biométhane dans les RE 2020 ? En tout cas, je confirme ce qu'Éric a dit, c'est que le parc d'équipements existants est 100% compatible avec le gaz vert aujourd'hui et demain aussi, puisque d'ailleurs c'est une condition pour pouvoir injecter biométhane dans les réseaux, c'est qu'il ait atteint la qualité du gaz naturel. Sur la question de la RE 2020, il n'a échappé à personne en effet que le biométhane n'a pas encore été intégré dans les solutions qui permettaient finalement de décarboner le bâtiment. D'où ma question. Voilà, d'où votre question. Mais en fait, il y a déjà une possibilité pour la maîtrise d'ouvrage de s'inscrire comme ambassadeur du gaz vert en portant auprès des acquéreurs les offres de gaz vert. 7 fournisseurs aujourd'hui proposent des offres de gaz vert aux particuliers. Et finalement, c'est une vraie opportunité de se différencier le gaz vert à la fois vis-à-vis des clients et notamment de la jeune génération qui est très sensible aux questions environnementales, mais aussi vis-à-vis des collectivités qui sont elles-mêmes partie prenante de ces projets sur la partie gestion des biodéchets des ménages ou des bouts de stations d'épuration. Je suis sûr que nos amis internautes auront bien entendu votre appel. François, vous êtes un peu au-dessus de la mêlée, vous n'êtes pas partie prenante. Malgré tout, je pose tout de même cette question parce que votre avis nous importe. Comment vous positionnez sur ce sujet du biométhane ? Vous savez, en tant que bureau d'études, on n'a pas vocation à ni favoriser ni orienter vers une énergie ou vers une solution particulière. Pour autant, toutes les énergies qui sont qualifiées de vertueuses et qui peuvent apporter des éléments en ce qui nous concerne de décarbonation sur les projets devraient pouvoir être choisis par la réglementation. Bon, moi, je ne sais pas trop ce qu'en pensent nos amis internautes, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour ma part, comme dirait l'autre, moi, j'ai quand même un peu le sentiment que l'hybridation est une solution d'intérêt général durable. Alors, nous avons reçu pendant cette émission plusieurs questions des internautes. Permettez-moi de vous les livrer. La première, c'est le biogaz est utilisé pour quel usage dans vos scénarios de développement ? Chauffage, mobilité voiture, train, avion, réseau d'électricité, qui veut répondre ?
Allez, lancez-vous. Les questions sont là, on va en profiter. En tout cas, le potentiel, il est considérable. Donc, en soi, on est capable d'alimenter l'ensemble des usages. C'est vrai qu'il y a aussi... là, on est là pour parler du bâtiment. Et nous, on croit que le biogaz... il vaut mieux le consommer dans des bâtiments qui sont sobres, innovants, plutôt que dans des passoires thermiques. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a aussi un axe intéressant avec la mobilité. Le GNV, gaz naturel véhicule, offre une vraie solution alternative aux carburants traditionnels et pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les polluants locaux. D'accord. Il y a même des projets de péniche avec des moteurs au gaz vert. C'est prévu sympa, aussi. ça. Donc oui, donc le gaz vert va être utilisé aussi pas mal dans tous les vecteurs de mobilité. Qui dit hybride dit deux énergies. Deux énergies égale deux abonnements. Est-ce que c'est logique ? C'est logique en soi. L'énergie égale deux abonnements. Merci d'apporter une réponse, c'est logique. Ouais. Donc la question, je pense, qui est sous-jacente, c'est plutôt la question du coût que ça génère. Je suppose. Voilà. Ouais. Alors on a fait des calculs, on a comparé la facture énergétique finalement d'une maison qui serait équipée d'une PAC RO, donc à 100% électrique, et comparé donc à une maison qui serait équipée la même maison d'une pompe à chaleur hybride. Et en fait, on s'aperçoit, alors il y a quand même un jeu on change de tranche d'abonnement pour l'électricité, on passe de 9 kVA à 6 kVA, donc on réduit à la fois la part abonnement, mais aussi la part variable selon les offres fournisseurs. Donc on peut compenser toute ou partie du surcoût lié au double abonnement par cette baisse des abonnements en passant du 9 au 6 kVA et aussi potentiellement la baisse du kilowattheure. Je reviens à une question qui est vraiment d'actualité. L'évolution du prix du gaz. Est-ce que vous avez un peu une idée ? Vous êtes capable ? Vous avez une boule de cristal qui vous a donné un peu des infos, là ? C'est un peu maîtrisé, j'imagine, tout de même, cette évolution. Non, mais pas de boule de cristal. Mais c'est sûr que là, on est actuellement dans un contexte où les marchés sont hystériques. Il faut savoir qu'hier, le record a été battu sur le prix du gaz en Europe. Mais on est dans un tel contexte. En fait, vous aviez déjà... Les prix se sont envolés depuis septembre, parce qu'il y a la reprise post-Covid qui a fait que la machine économique était en surchauffe. Donc le prix des énergies se sont envolés. Là-dessus, vous rajoutez la crise ukrainienne. Tout est réuni pour que les marchés, où bien sûr les marchés, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est aussi de la spéculation. Donc forcément, les prix s'envolent. Donc ça, c'est sûr que les... Alors, nous, par rapport à ce constat, de toute façon, on le savait quand même, la transition énergétique, le message, c'est de dire qu'on passe d'un monde où l'énergie est abondante et pas chère, à un monde où l'énergie est moins abondante et plus chère. Donc, on voit bien que le sens de l'histoire, c'est quand même de construire des bâtiments de plus en plus sobres et qui consomment de moins en moins d'énergie. Donc, c'est quand même ça le sens de l'histoire. Et puis après, nous, ce qui nous semble aussi important, c'est qu'on voit que dans les logements, de plus en plus, il y a des solutions, nous, avec les compteurs communicants, avec toutes les solutions domotiques, des outils qui sont donnés à la main des occupants pour essayer de maîtriser et piloter leur énergie. Donc la maîtrise de l'énergie, ça devient un sujet primordial. C'est surtout ça qu'il faut retenir, parce que les prix de l'énergie, on ne peut pas se rassurer en se disant ils vont baisser demain et on recommencera comme avant. Je pense qu'il faut profiter de cette crise pour baisser sa consommation, pour aller dans le sens de l'histoire, qui est la maîtrise de l'énergie. Voilà. C'est ce que François vous disiez. Sobriété, tout à fait. Tout à l'heure. Alors la dernière question, il va falloir m'aider un petit peu. Quelles sont les disponibilités des spare parts carte électronique, pardon, mais qu'est-ce que c'est les spare parts? Est-ce que Eric? Il y a un auditeur qui doit être anglais peut-être. C'est les solutions de secours. Juste les composants électroniques. Oui, les composants électroniques. Donc il y a. Enfin, déjà, la première chose, c'est que notre chaudière, j'imagine, c'est lié à la chaudière hybride, et peut-être pas que, mais bon, de manière générale, nous, que ce soit les R&D ou les stocks de pièces détachées, sont au sein de nos sites de production. Donc, je dirais qu'on a forcément des pièces détachées disponibles sur tous les sites de production. Donc, on a une offre, d'ailleurs, garantie express, donc c'est 24 heures à disponibilité, si c'est ça la question. Si c'est pas... c'est plus au sens large sur la pro des composants. Bon, effectivement, la période qu'on vit
On ne va pas dire qu'on est sur quelque chose qui est hyper serein, mais bon, néanmoins, bon, on a appris à fonctionner là depuis un an et demi dans un contexte un peu plus tendu. On a réussi à sécuriser nos achats, donc on arrive globalement aujourd'hui à retrouver des rythmes de production qui finalement permettent de répondre à la demande. Donc après, on n'est pas, bon, avec le contexte qui se rajoute au Covid actuel, on n'est pas à l'abri encore de mauvaises surprises. Mais je dirais qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est quand même plutôt confiant sur nos capacités de production là, sur l'année qui vient et l'année suivante. Voilà. Très bien. Dernière question, je crois. Quelles sont, dans le cadre de la RE 2020, les solutions gaz hors pack hybride en maison individuelle, Marie-Laure ? Alors, on a évoqué les solutions en dérogation. Donc, je ne sais pas si la question porte sur sur ces solutions-là. Donc, on a l'association peut-être que tu pourrais répondre aussi, de l'association d'une chaudière à condensation avec un chauffe-eau thermo ou avec une pack RR ou une chaudière hybride qui produit donc l'eau chaude à partir du gaz. Donc ça, ce sont des solutions qui sont compatibles dans le cadre de la dérogation. Et en dehors de la dérogation, on a la pack hybride, comme évoqué. On a aussi découvert dans certaines configuration, certaines zones climatiques, qu'une solution composite, donc qui associe une chaudière à condensation, un split dans le séjour et un chauffe-eau thermo hybride pouvait être compatible avec en dehors de la dérogation. D'accord. Oui, je confirme avec un travail particulier, comme je l'évoquais, et répété sur la conception et sur les leviers d'optimisation. Oui, c'est important de répéter les choses, vous le savez bien. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est vrai que là, on parle beaucoup d'hybridation gaz-élec, parce que c'est des choses qu'on maîtrise bien et sur lesquelles la réglementation nous demande d'aller très vite. Mais il est évident qu'il y aura d'autres formes d'hybridation, j'en suis convaincu, qui apparaîtront peut-être avec la biomasse, pourquoi pas avec le bois, pourquoi pas des hybridations avec les réseaux de chaleur. Nous, tout est possible. La complémentarité, elle peut jouer sur tous les tableaux. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission que j'ai eu le grand plaisir de présenter. J'espère que vous avez eu toutes et tous les réponses auxquelles que vous posiez. Alors pour ma part, au terme de cette heure passée ensemble, et en tenant compte de ce que vous nous avez dit, en gardant bien ça à l'esprit là, sur le fait qu'on ne devait pas être inquiet concernant l'approvisionnement de gaz en France, moi, j'ai le sentiment, finalement, qu'on a intérêt à jouer la complémentarité des énergies dans le neuf, et ce pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est une façon intelligente de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, parce que les solutions hybrides sont existantes, elles sont conformes avec la RE 2020 et déjà valorisées dans d'autres pays européens. Et enfin, parce que les solutions hybrides offrent une opportunité de construire bas carbone, et ce, de façon responsable, avec le gaz renouvelable français. Merci Marie-Laure, merci Eric, merci Antoine, merci François de nous avoir éclairés avec brio et éloquence. Merci également à Alexandrine Durand pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Merci à Webikeo d'avoir organisé ce streaming et au studio Vendôme de nous avoir accueillis et d'avoir organisé avec qualité cette réalisation. À très bientôt pour une prochaine émission et en attendant, portez-vous bien.